Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va enchaîner sur une autre partie concernant les étapes, l'élaboration d'un business plan. Donc, la dernière section que nous avons abordée, c'était le marketing, la stratégie marketing et commerciale. Aujourd'hui, on va voir l'importance de l'innovation et du développement durable dans l'élaboration d'un business plan ou bien dans la, la prise en compte en fait du volet développement durable et de l'innovation, son importance sur la croissance et la réussite d'une entreprise. Le troisième point qui concerne l'innovation de l'entrepreneuriat, c'est l'innovation, elle permet de créer de la valeur économique. Il va créer une valeur économique, c'est-à-dire générer une valeur en créant de nouveaux produits ou bien des services et les lançant sur le marché. En fait, la création de la valeur permet de favoriser la croissance économique et de stimuler la croissance de l'emploi en augmentant bien évidemment la productivité et aussi pousser à drainer de l'investissement. Donc, créer de la valeur, c'est en fait l'entrepreneur ou bien l'entrepreneuriat, il a cette faculté de créer, de générer du revenu là où auparavant il y avait rien. Donc c'est ça en fait l'importance de l'innovation concernant le volet création de valeur économique. Le quatrième point, c'est l'adaptation aux évolutions du marché. Comme vous le savez, le marché est en perpétuelle évolution. Les besoins des clients aussi et leurs exigences, notamment avec, avec l'impact des réseaux sociaux et d'Internet sur le comportement d'achat et sur les besoins des consommateurs, cela pousse en fait l'entreprise à se lancer dans un processus d'innovation continue afin d'être toujours, de répondre toujours présent aux nouvelles attentes et aux nouvelles exigences des clients. Donc l'innovation, elle permet de rester compétitif et d'anticiper les tendances, en saisissant alors de nouvelles opportunités et en ajustant leur stratégie pour répondre aux besoins changeants des consommateurs. Ici, comme on peut euh, passer au cinquième point, c'est-à-dire l'amélioration continue. L'innovation, elle permet à l'entreprise d'être dans un processus d'amélioration continue, comme je viens de le signaler dans les autres points. Et l'amélioration continue, bien évidemment, permet de répondre et de suivre l'évolution, que ce soit des tendances sur le marché engendrées par les concurrents, ou bien des besoins des clients et de leurs exigences. Donc, c'est le cinquième point. Dans l'innovation, en fait, se lancer dans le processus d'innovation et adopter de l'innovation permet à l'entreprise, bien évidemment, d'atteindre ces cinq objectifs. Le deuxième volet relatif au développement durable et les pratiques durables et leur importance dans le modèle d'affaires, on peut en quelque sorte dire que on peut être contre cette tendance si, par exemple, il y en a ceux qui vont dire que si l'entreprise se trouve dans un pays émergent ou bien du tiers-monde, dans ce contexte-là, les gens ou bien le consommateur n'est pas conscient, ne donne pas de l'importance à tout ce qui est durable, aux pratiques durables, tout simplement parce que le fait qu'il y a un pouvoir d'achat très faible ne donne pas l'occasion aux consommateurs d'être très exigeants dans tout ce qui est durable. Ça peut être le cas. Mais dans le sens où parfois, même si on est dans un pays de tiers-monde, eh bien, en voie de développement, il y en a parfois il y a ce qu'on appelle la réglementation, les accords à l'intérieur de l'État ou bien interétatique qui obligent les entreprises à prendre en considération, bien évidemment, l'aspect durable dans leur processus. Notamment, surtout pour les grandes entreprises, des entreprises cotées en bourse, qui sont
euh, qui reçoivent ou bien qui adhèrent à certaines pratiques déontologiques internationales dictées par les bourses et les marchés financiers. Donc, lorsqu'on dit pratiques durables, ou bien intégrer les pratiques durables dans les modèles d'affaires, on parle de la responsabilité environnementale, c'est-à-dire l'intégration des pratiques durables permet aux entreprises de réduire leur empreinte carbone, ou bien leur empreinte négative sur l'environnement, et en adoptant des pratiques éco-responsables. On peut citer l'exemple, par exemple, récemment avec l'Union européenne qui a imposé la taxe carbone. Donc, cette imposition de taxe carbone a obligé les entreprises exportatrices d'adhérer au processus de développement durable. C'est-à-dire qu'une entreprise qui exporte ses produits en Europe, il n'intègre pas la dimension durable dans tout ce qui est énergie, tout ce qui est responsabilité sociétale, ne peut pas exporter en Europe. Donc là, c'est dans ce sens-là qu'on a dit tout à l'heure, même si on est dans un pays de tiers-monde ou bien en développement, si l'entreprise elle exporte vers les pays européens, elle est dans l'obligation d'intégrer les pratiques durables dans sa stratégie. Bien évidemment, intégrer des pratiques durables et intégrer cette philosophie, ou bien surtout dans l'image de marque de l'entreprise, elle donne un avantage concurrentiel à l'entreprise. Elle lui permet en fait de se positionner comme étant une entreprise citoyenne. Et comme ça, elle touche une catégorie de personnes et de clientèle euh, qui est soucieuse de tout ce qui est durable. Vous savez, les personnes qui sont, ou bien cette catégorie de consommateurs soucieuses de tout ce qui est durable, généralement, elle a un pouvoir d'achat important. Donc, c'est une cible, on peut dire, importante pour les entreprises. Donc, les pratiques durables permettent à l'entreprise de bâtir son avantage concurrentiel. Aussi, on peut dire que le fait d'intégrer les pratiques environnementales ou bien durables permet d'attirer des talents qui sont eux aussi soucieux de tout ce qui est durable. Aussi, le volet gestion des risques. Parfois, le fait de prendre en considération les pratiques durables n'est pas seulement un luxe ou bien une option pour l'entreprise, mais une obligation. Si par exemple l'entreprise évolue dans un pays où la réglementation environnementale c'est-à-dire elle est stricte, l'entreprise est appelée à y adhérer et à développer ses pratiques, voire même à mettre ces pratiques dans son agenda afin de ne pas tomber dans des sanctions qui vont toucher, que ce soit à l'image de l'entreprise, ou bien voire même qui vont ruiner l'entreprise. Donc, l'intégration de ces pratiques-là, elle permet à l'entreprise de gérer les risques juridiques et réglementaires liés à l'environnement et à la société. Bien évidemment, les pratiques durables permettent à l'entreprise d'assurer un impact social positif. Et lorsqu'on dit impact social positif, l'entreprise peut utiliser cet argument dans sa communication afin de se positionner et d'attirer davantage de clients. Troisièmement, dans ce troisième volet, on va essayer de mettre en lumière certains exemples d'entreprises innovantes et durables. On commence par la fameuse entreprise Tesla. L'entreprise Tesla est en fait a bâti son concept autour de la motorisation électrique. Comme vous le savez, la tendance aujourd'hui dans l'industrie automobile, c'est de chercher des alternatives à tout ce qui est aux voitures qui roulent euh, avec du combustible. Comme vous savez, l'empreinte négative de tout ce qui est essence et gasoil sur l'environnement. Alors, Tesla a bâti
son modèle sur tout ce qui est motorisation électrique afin de réduire l'empreinte carbone de l'entreprise sur l'environnement. La deuxième entreprise s'appelle Patagonia. C'est une entreprise espagnole spécialisée dans la conception des vêtements de plein air. En fait, cette entreprise elle se distingue par son engagement envers la durabilité parce que, d'une part, elle utilise des matériaux durables et recyclés dans la fabrication de ses vêtements. Et aussi, cela encourage en fait la réparation et le recyclage et soutient des initiatives de protection de l'environnement aussi. Il a bâti sa stratégie dans tout ce qui est durable. D'abord, elle utilise des matières premières recyclables et durables pour la fabrication des produits. En même temps, il soutient des actions qui visent à préserver l'environnement. Troisième entreprise, elle s'appelle Beyond Meat, c'est une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de la viande. Oui, elle fabrique de la viande à base de tout ce qui est végétal. Donc, Beyond Meat est une entreprise pionnière dans ce domaine. Elle propose des produits, des substituts de viande à base de plantes. Elle développe ainsi des produits alternatifs de viande à base de protéines végétales, ainsi une solution durable et respectueuse de l'environnement pour répondre à la demande croissante des protéines animales. Donc, il y a une demande croissante des protéines animales et l'utilisation de tout ce qui est viande euh, ovine, ovins et des bovins, en fait, il pollue, elle a une empreinte carbone importante. Donc, en partant de ce constat, cette entreprise a décidé de fabriquer une alternative de la viande. Alternative de la viande qui ressemble dans son goût et dans sa composition à la viande, mais qui est à base de tout ce qui est végétal. Quatrième exemple, l'exemple de la banque Grameen Bank. C'est une banque créée par Mohamed Yunus au Bangladesh. Et là, en fait, Mohamed Yunus en fait, a constaté à travers ses recherches qu'il y a une certaine catégorie de la population qui est écartée de tout ce qui est financement, qui n'arrive pas à financer ces petits projets, tout simplement parce que les banques ne prêtent pas aux pauvres et exigent des conditions, des conditions qui sont paralysantes à cette catégorie. Et en tout ce qui est conscient, tout ce qui est garanti, alors cette catégorie de personnes pauvres n'ont pas accès à la bancarisation et au financement. Alors, elle a créé des structures de prêt qu'elle a baptisé les microcrédits. C'est-à-dire, il donne des microcrédits à des personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens afin de lancer de petits projets. Donc, elle a commencé comme ça. Ils donnent pas seulement des crédits, mais ils donnent du crédit et de l'accompagnement afin que ces personnes puissent réussir leurs petits projets et développer une activité génératrice de revenus. Donc, Grameen Bank a donné un exemple mondial, c'est-à-dire son idée a eu un succès mondial et aujourd'hui on commence à avoir des structures de microfinance partout dans le monde. Donc, on a fini avec le volet et l'importance de l'innovation et des pratiques durables dans l'entrepreneuriat. Maintenant, on va entamer le volet concernant le networking et le développement professionnel. Donc, le networking, tout simplement, avoir un network ou bien un réseau bien composé de personnes euh, réussies ou bien de personnes qui peuvent apporter un plus à votre entreprise, cela crée ou bien favorise les chances que l'entreprise réussisse son lancement et son développement. L'importance du réseautage dans l'entrepreneuriat. En fait, le réseautage joue un rôle
crucial dans l'entrepreneuriat et peut être considéré comme l'un des éléments clés du succès entrepreneurial. On peut pas réussir tout seul, tout simplement parce qu'on ne peut pas avoir toutes les compétences, on ne peut pas avoir toutes les solutions, on ne peut pas cerner tous les volets de l'entrepreneuriat ou bien être présent dans tous les secteurs. Donc, dans ce sens-là, le networking ou bien avoir un réseau très développé est un facteur de succès des entreprises. Le réseautage permet un accès aux ressources et aux opportunités. Le réseautage il permet aux entrepreneurs de se connecter avec des personnes clés, telles que des investisseurs, des partenaires potentiels, des mentors ou des experts dans leur domaine. En fait, les experts et les mentors peuvent économiser à un entrepreneur des années et des années de recherche et d'échecs aussi. Parfois, le manque d'information peut conduire un entrepreneur à tomber à commettre des erreurs fatales. Donc, un mentor, en fait, son rôle, c'est de partager son expérience avec les entrepreneurs naissants et de les guider afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs et aussi d'économiser le temps. Parce que l'entrepreneuriat, ça se développe c'est vrai, avec des erreurs. Mais un mentor, son rôle, c'est de vous montrer les erreurs potentielles et de vous donner les leçons tirées de ces erreurs sans tomber dans des erreurs fatales. Donc, on va voir après comment on peut développer du réseautage et comment on peut intégrer cette stratégie dans le développement d'une entreprise. Le réseautage aussi, elle permet d'échanger des connaissances et des expériences, comme vient de le signaler. Elle permet aussi de trouver des clients potentiels, parce que lorsqu'on parle de tout ce qui est B2B, on peut, à travers le réseautage, euh, entrer en contact avec un chef d'entreprise qui va après devenir client fidèle dans notre entreprise. Le deuxième point relatif au réseautage, le networking, il permet de valider et de renforcer la crédibilité. Comment ça? Lorsqu'on entre dans un cercle de professionnels ou bien dans des cercles et des réseaux professionnels, on peut bien évidemment nouer des relations avec certaines personnes influentes. Ces personnes influentes peuvent vous recommander vos services ou bien vos produits à d'autres clients potentiels. De l'importance du réseautage. Mais cela ne peut pas avoir lieu si c'est vrai que le réseautage et le networking est très important, mais il faut développer ses compétences soft skills qui vont vous permettre bien évidemment d'entrer en contact avec des personnes, de gagner leur confiance, de bien pitcher son projet devant des personnes. Donc il y a un certain nombre de compétences sociales et professionnelles qui doivent être développées chez l'entrepreneur afin de tirer profit de son réseau. Quatrième point, inspiration et motivation. Le réseau, surtout des entrepreneurs réussis, des investisseurs, en fait, on dit que la réussite, elle est contagieuse. C'est-à-dire, entrer en contact avec des personnes qui réussissent vont sans aucun doute vous influencer l'entrepreneur dans son parcours. Et le tout ce qui est positif attire le positif. Donc, lorsqu'on est dans un cercle d'entrepreneurs, les entrepreneurs ils sont connus par leur esprit positif. Et lorsqu'on est positivité, ça veut dire simulation de tout ce qui est positif et de se familiariser avec la réussite et le succès. Par contre, développer un réseau avec des personnes négatives, pessimistes, cela peut bien évidemment influencer négativement un entrepreneur. Le cinquième point, expansion des réseaux professionnels.
On l'a bien cité, le réseautage permet d'élargir le réseau professionnel, ce qui pousse ou bien ce qui permet de nouer de nouvelles collaborations et de partenariats et développer des opportunités d'affaires. Maintenant, on vient d'éclaircir ou bien de mettre en lumière l'importance du networking et du réseautage. Maintenant, quelles sont les techniques? Comment on peut développer notre réseau professionnel? Premièrement, il faut d'abord définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut? Qui sont nous? Si on opère des entreprises, quel est notre secteur d'activité et quels sont nos objectifs et notre stratégie ou bien nos besoins? Le fait de répondre à ces questions va nous permettre de choisir les personnes avec lesquelles on va entrer en networking, les événements qu'on doit fréquenter. Deuxième point, il faut se préparer d'avance parce que, comme vous savez, le networking, c'est-à-dire entrer en relation, en contact avec les personnes, il faut leur présenter votre entreprise, votre personne, votre carrière, vos exploits afin de gagner la confiance des autres. Donc, se préparer une introduction est crucial. Il faut être clair et précis dans tout ce qu'on dit et mettre en valeur ajouter une bonne introduction peut susciter l'intérêt des autres et ouvrir la porte à des conversations plus approfondies. Troisième point, écoute active. Il faut développer cette capacité d'écouter les autres. Écouter, c'est-à-dire rassure l'autre et développe cette compétence d'empathie. Et cela, en fait, encourage les autres à entrer en contact avec vous et avoir confiance en vous. Et comme ça, il peut bien évidemment vous aider et voire même développer des opportunités d'affaires avec les entrepreneurs entre eux. Quatrième point, établir des contacts de suivi. C'est-à-dire, il ne faut pas se limiter à des événements furtifs. C'est-à-dire, mais il faut développer des stratégies de suivi afin de développer une relation durable. Cinquième point, participer activement aux communautés en ligne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les plateformes digitales ont facilité cette capacité ou bien cette capacité à entrer en relation, à développer des réseaux efficaces et voire même sans limite géographique. Aujourd'hui, on peut développer un réseau à l'international, même si on est dans un pays enclavé, grâce à Internet, grâce à des réseaux. C'est en fait dans ce sens-là qu'on parle de tout ce qui est personal branding, la e-réputation, la participation à des forums, à des foires, le partage d'expériences, des conseils, tout cela donne la possibilité aux entrepreneurs de créer une image ou bien une présence active en ligne et par conséquent développer un réseau international d'experts, de gens de domaine, de clients potentiels, de personnes influentes. Donc Internet, il faut savoir utiliser Internet afin de développer son réseau en ligne. Sixième point, offrir de l'aide et de soutien. Il faut toujours donner avant de recevoir. Il ne faut pas être avare. On dit donner, on ne donne pas seulement de l'argent, mais on donne des conseils. Avec le temps, on développe une certaine expertise et une certaine confiance auprès d'autres entrepreneurs. Septième point, être authentique et sincère. Bien évidemment, bâtir une notoriété, on peut bâtir une notoriété qui peut durer toute la vie. Mais la bâtir sur des fondements éthiques ou bien authentiques et sincères. Il ne faut pas chercher à s'inventer ou bien à inventer une personne qu'on n'est pas, ou bien à donner de fausses informations sur notre personne. Mais il faut avoir dans l'esprit que une relation ou bien un réseau, c'est un réseau qui dure dans le temps et c'est une autorité qu'on développe.
Donc, développer des compétences entrepreneuriales et personnelles est très crucial dans la vie d'un entrepreneur. Donc, voici quelques compétences clés à développer, notamment la créativité, la persévérance. Je peux dire que la persévérance, si vous arrivez à incarner cette compétence, c'est-à-dire à persévérer, je crois que vous n'avez pas besoin de toutes les autres compétences, tout simplement parce que le fait de persévérer va vous permettre de développer toutes les compétences possibles. Donc, la persévérance, la continuité, et ne pas lâcher, et inscrire vos objectifs dans le temps va vous permettre d'atteindre n'importe quel objectif. Le leadership, on peut être un entrepreneur solo, un solo entrepreneur, c'est-à-dire bâtir un projet tout seul. Mais à un certain moment, on risque de stagner et de ne pas évoluer. Parce que on peut réussir, mais à une certaine taille, ça devient très difficile de grandir. Tout simplement parce qu'il faut mobiliser d'autres personnes, il faut savoir déléguer des compétences, il faut savoir développer des projets et les laisser tourner tout seuls, c'est-à-dire à travers des procédures, des processus. Comme ça, vous allez, pour les entrepreneurs qui visent à devenir des investisseurs, à investir dans plusieurs sociétés, on a besoin d'avoir cette compétence de leadership à pouvoir avoir cette compétence de détecter les profils les compétents, de les mobiliser, de les pousser à donner de leur maximum, à les inciter afin qu'ils fassent tourner vos projets. Donc le leadership aussi, c'est une compétence très demandée dans l'entrepreneuriat. Le cinquième point, la compétence de gestion du temps. Vous savez, pour garder votre image sur le marché, il faut gérer le temps pour pouvoir livrer des projets ou bien des prestations à temps. Il faut savoir gérer le temps. Donc la gestion de temps aussi est très cruciale. Gérer le temps, ça permet aussi d'apprendre d'autres connaissances, de développer des réseaux. Sixième compétence, la compétence de communication. Communiquer, ça vous permet de minimiser le temps, d'atteindre des objectifs avec le minimum d'efforts. La communication, elle permet aussi de persuader, lorsqu'on dit persuasion, on peut persuader des investisseurs, persuader des clients, persuader des collaborateurs. Donc, tout ça, ça dépend de votre capacité à bien communiquer. Septième compétence, la gestion financière. Comment on gère les finances. Comme le dit le fameux Robert Kiyosaki, écrivain, euh, qui a écrit le fameux livre Père riche, Père pauvre. C'est-à-dire, on peut bien évidemment gagner de l'argent, mais le problème, c'est pas de gagner de l'argent, mais comment garder le plus longtemps possible votre argent et le fructifier. C'est ça l'importance, garder de l'argent et le fructifier. Donc, la gestion financière ou bien la culture. Donc, la compétence de la gestion financière est très cruciale. Dans l'entreprise, on parle de la gestion de la trésorerie pour ne pas tomber dans l'insolvabilité. La gestion financière aussi veut dire comment on peut financer des projets avec des moyens de financement innovants. Donc, gérer la finance est aussi très crucial pour un entrepreneur. Huitième compétence, résolution de problèmes. Pourquoi la plupart des entrepreneurs échouent dans l'entrepreneuriat ou bien ont peur, la majorité des gens ont peur d'investir et de se lancer dans l'entrepreneuriat, tout simplement parce que euh, on joue on sort de notre zone de confort. Et sortir de zone de confort, c'est assumer le fait de tomber dans de nouvelles situations qui peuvent entraîner certains problèmes, peut-être des problèmes sociaux, des problèmes juridiques, des problèmes au niveau du côté commercial. Donc, comment on peut, premièrement, comment on garde cette posture envers les problèmes? C'est-à-dire on ne se déstabilise pas face aux problèmes, mais on prend tous les problèmes
d'une manière positive, comment on arrive à résoudre des problèmes d'une manière dans une optique gagnant-gagnant, ça c'est une autre compétence très intéressante, ou bien très demandée dans l'entrepreneuriat. Maintenant vient une compétence, la compétence de la vente et de la négociation. Aussi, cette compétence, je crois que c'est une compétence cruciale, savoir vendre, savoir négocier. C'est en fait incarner cette capacité psychologique à pouvoir à développer des relations avec des personnes. Comme vous savez, l'entrepreneuriat, ça repose et est centré autour du relationnel. Comment gérer la relation avec, négocier avec les clients, négocier avec les fournisseurs, négocier avec les ressources humaines, négocier avec l'État, avec les parties prenantes. Donc, toute la vie de l'entrepreneur, bien tout le temps, l'entrepreneur est tout le temps dans un processus de négociation. Et savoir négocier, c'est savoir vendre. Savoir vendre, c'est réussir son entreprise, faire des chiffres d'affaires, des bénéfices. Donc, on finit avec la partie relative aux compétences nécessaires pour un entrepreneur. Maintenant, on passe au quiz. Donc, la première question, quelles sont les principales responsabilités de la gestion des ressources humaines dans une entreprise? Donc, ici, on a A, B, C, D, quatre réponses. Qu'est-ce qui est essentiel dans la gestion financière et budgétaire d'une entreprise? Qu'est-ce qui est inclus dans la gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement? Qu'est-ce qui est important dans la gestion des risques et des problèmes juridiques? Qu'est-ce qui est essentiel dans l'élaboration d'une stratégie marketing efficace? Quelles sont les techniques couramment utilisées dans le marketing numérique? Qu'est-ce qui est essentiel dans la vente et la négociation? Pourquoi l'innovation est-elle importante dans l'entrepreneuriat? Comment intégrer des pratiques durables dans les modèles d'affaires? Comment, ou bien, qu'est-ce qui est essentiel dans le réseautage efficace? Donc ça, c'est pour les réponses. Et je vous remercie. On vient de finir une autre partie concernant les étapes d'un business plan. Maintenant, on va bien évidemment passer à la partie pitch. On va faire un exercice. On va essayer d'élaborer un pitch, à définir une idée de projet et à la pitcher devant un jury. Donc, je vous remercie. On se rencontre dans le deuxième volet, ou bien l'autre volet du business plan, et merci.